Vous avez probablement eu un soupçon en vous connectant à cette conférence que nous sommes à l'heure actuelle devant la pire crise que l'humanité ait jamais connue, au moins la pire de ces 600 dernières années. J'espère que suite à ce qui a été développé par les panels précédents, vous avez désormais un sens qu'il y a une sortie par l'eau de cette crise qui est la réhabilitation des idées et l'œuvre de Lino Larouche devient une priorité. C'est notre sujet aujourd'hui. C'est sans doute la plus grande crise de l'humanité que l'humanité ait jamais connue. Il s'agit en réalité d'un recul, voire d'un effondrement civilisationnel avec des dimensions stratégiques, scientifiques, culturelles et économiques. Sur le plan financier, nous sommes asphyxiés par une bulle spéculative de 2 millions de milliards de dollars qui nous pompe tout notre oxygène. Et nos nations, et la plupart des dirigeants sont tétanisés, prisonniers, comme des lapins dans la lumière, prisonniers des phares d'un train qui fonce à grande vitesse dans un ravin. Le rythme qu'impose la pandémie de coronavirus n'est pas moins étourdissant. Au cours des 3 premières semaines d'avril, le nombre de personnes infectées par le Covid-19 dans le monde est passé de 1 million à 2,7 millions à la date du 23 avril. Et tout cela, c'est beaucoup plus élevé, c'est beaucoup plus élevé même aujourd'hui. Tout indique que ces nombres sont sous-estimés. Le vrai nombre de gens infectés, en particulier dans les pays sous-développés, aux États-Unis, est passé de 5 000 à plus de 50 000, 48 000 3 semaines plus tard, et ça continue à grimper au niveau mondial. Pour la même période, est passé de 47 à 185 000. Et ça, on est au-delà de ces chiffres. Alors que le système financier international plongeait déjà dans le précipice bien avant le déclenchement de la pandémie, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a jeté de l'huile sur le feu en annonçant le 29 mars le plus important plan de sauvetage financier de renflouement de l'histoire. 4 000 milliards de dollars injectés par la Réserve fédérale pour renflouer un système bancaire transatlantique désespérément, en fait, tout le système aux États-Unis et en Europe. Et tout cela soutenu par le Trésor américain, c'est-à-dire à terme par le contribuable américain. Une fois de plus, vous avez entendu parler de l'arnaque de l'assouplement quantitatif qui a été lancé lors de la crise en 2008 et qui, le 4 mars, atteignait les 4 200 milliards de dollars de monnaie de singe créée de toutes pièces par la Fed. 15 avril, cette somme est passée à 6,4 milliards de dollars, 6 400 milliards de dollars, soit une augmentation de 50% en seulement 6 semaines. Voici une capture d'écran de ce qu'on trouve sur le site de la Fed. Et cela en dit long. Ça montre. Donc, c'est l'émission, la création monétaire par la Fed. Et si vous regardez la deuxième diapositive, vous voyez à l'intérieur des courbes que en vert, la Banque centrale européenne, la Banque centrale du Japon, la Banque d'Angleterre, la Banque nationale suisse, que l'assouplissement quantitatif est passé de 17 000 milliards au début de l'année 2020. Et là, on est, vous voyez les lignes cassées. On va vers, on va vers les 30 000 milliards de dollars d'assouplissement quantitatif. Ça n'aura pas lieu. Je vais vous dire pourquoi. Ce type de émission, faire marcher la planche à billets
à tout va, tout azimut. C'est le cocktail sans aucune intention, c'est le cocktail d'une explosion hyperinflationnnaire. Le chômage aux États-Unis a monté à 22 millions de chômeurs supplémentaires. En réalité, on a 25 à 30 de chômage aux États-Unis, plus élevé que lors de la grande dépression. Et comme nous l'évoquerons plus tard, la production alimentaire aux États-Unis est dans une unité de soins intensifs, où il serait, s'ils pouvaient trouver un ventilateur disponible. Certaines parties des États-Unis, un véritable quart-monde, sont déjà confrontés aux conditions du tiers-monde, nos prisons, nos maisons. Bon nombre de nos centres-villes, avec leurs dizaines de milliers de sans-abri vivant dans des tentes. Évidemment, le tiers-monde, ils sont dans les conditions du tiers-monde. Regardons l'Afrique en termes de quelques paramètres de sous-développement de l'économie physique. Diapositive. 41 des Africains souffrent en Afrique subsaharienne, souffrent de pauvreté extrême, c'est-à-dire avec un revenu inférieur à 1,9 $ par jour. Mais ce chiffre se traduit par des paramètres physico-économiques mortels. 55 manquent d'électricité, 55 des urbains vivent dans des bidonvilles. À Haïti, 80 de ses 11 millions d'habitants vivent dans la pauvreté extrême. Et maintenant, en plus à tout cela, la pandémie du coronavirus et l'effondrement financier mondial commencent à frapper ces pays. Prochaine diapositive. Vous lavez les mains souvent? Garder une distanciation sociale? On se moque du monde. À Haïti, on prévoit que jusqu'à 800 000 personnes pourraient mourir de la pandémie du coronavirus, une population de 11 millions d'habitants. Ça veut dire 7 de la population totale. Il est difficile de prendre la mesure de cette crise avec nos esprits. Il est encore plus difficile de l'appréhender émotionnellement. Comment en est-on arrivé là? Si on avait su en avance, on aurait pu prendre des mesures pour empêcher que là, ça ne se produise. La vidéo, la rouge qui parle. J'espère et je pense que dans les années qui viennent, vous pouvez regarder ce jour comme un des jours les plus importants de votre vie. Nous sommes déjà actuellement au milieu de la pire crise à laquelle la civilisation européenne a dû confronter depuis 600 ans. Et depuis le grand crash bancaire, au milieu de l'âge des ténèbres, au milieu du XIVe siècle. C'était une époque où l'ensemble du système bancaire s'est effondré. Ça s'appelait le système bancaire des banques lombardes. C'était une époque où il y avait eu plus d'un siècle auparavant, depuis la mort de Frédéric II de Hohenstaufen, de Sicile, qui a été un vrai leader pour l'Europe, un déclin civilisationnel par rapport au niveau qu'elle avait atteint plus tôt. Il y avait eu un déclin. Ainsi, au milieu du XIVe siècle, suite à un long processus de décomposition, puis d'effondrement du système bancaire, le nombre de paroisses a été réduit de moitié à la population de plus d'un tiers à travers la famine, les épidémies et la folie, y compris folie religieuse. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation semblable, mais bien pire. Aujourd'hui, la crise ne se limite pas à la civilisation européenne. Aujourd'hui, ça se produit à l'échelle du monde. Bon, déjà aujourd'hui, l'Afrique est décimée, détruite par des politiques meurtrières qu'on peut retraver à la plus grande puissance de la planète, l'Empire britannique. Et cet empire existe. Avant le tournant du siècle, la majeure partie du système financier et monétaire international actuel sera en lambeaux
y compris tout le Fonds monétaire international et le système de la Réserve fédérale américaine. Ils sont condamnés, ils sont foutus. Il y a d'autres choses dont je vais parler. Dans ces conditions, sauf si nous pouvons remplacer le système actuel du FMI en faillite et foutu, tout comme vous le ferez en quittant le Titanic quand il commence à couler, à moins que nous évacuons les passagers, les nations et les gens de ce système avant qu'il coule. Les sociétés sont globalement condamnées à rejoindre ce que nous voyons se développer déjà en Afrique, à ce qui se passe en Colombie avec sa désintégration sous l'influence des cartels de la drogue, protégés par la drogue et et les trafiquants de drogue sous le contrôle de la City de Londres. Les États-Unis, idem. Ce pays peut se retrouver broyé en très peu de temps. Je parle de moi. Imaginez le jour où chaque banque est en faillite, où la convertibilité du dollar américain est en cause. Un jour où l'épargne a été anéantie car les banques qui la gèrent ont fermé leurs portes. Un jour où les fonds communs de placement ne valent plus rien et où personne ne peut récupérer son argent. Un jour où la bourse de New York subit une chute de plus de 1000 points, en dessous de 1000 points, alors qu'il est à 8000 points aujourd'hui. Un jour où la banque locale qui gardait vos économies a fermé les volets, même pas mis en procédure de faillite organisée. Tout s'arrête. Il n'y a plus de crédit, plus de services, plus d'alimentation, ou, ou très peu. Ce qui arrive alors aux États-Unis, c'est ce qui arrive à l'Afrique actuellement, et cela se propage à travers l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale et dans certaines parties d'Asie. Quand les gens ne mangent pas, quand les conditions sanitaires s'effondrent, lorsque la violence et le désespoir éclatent, que se passe-t-il? Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et c'est cela, l'effondrement du système comme un tout. C'est le jour où le Titanic de l'économie mondiale passe sous le niveau de l'eau, à moins que nous intervenons. Maintenant, moi, je sais ce qu'il faut faire à ce sujet. Ce que nous devons faire, c'est très simple. N'importe quel bon avocat sait ce que vous devez faire. Lorsque une banque fait faillite, que faites-vous? L'État prend la main et lance une procédure de mise en faillite ordonnée. Que faites-vous alors lorsque tout un système bancaire comme celui des États-Unis et le système de crédit lui-même font faillite? Vous avez l'État, c'est-à-dire l'État fédéral, ensemble avec les États, ouvre une procédure de mise en faillite ordonnée de l'ensemble du système. On a fait des choses de ce type par le passé, aussi bien avant, pendant et suite à des guerres en d'autres cas de force majeure. On doit le refaire, car si vous ne sauvez pas le pays et les gens, que vous reste-t-il? On arrive à un moment où on s'en fiche totalement de ce qui arrive aux banques, on s'en tape de la bourse, on ne se soucie pas des grands créanciers parce que nous devons prendre soin des gens. Donc, que voulait dire Larouche réellement dans ce qu'il disait? Il faut prendre soin des gens d'abord. La science économique n'a rien d'une science financière ou monétaire. C'est pourquoi les économistes diplômés d'Harvard, de Chicago, de Yale doivent être confinés avec les banquiers de Wall Street dont ils justifient les politiques de pillage criminel avec leurs écrits, conférences et conseils au gouvernement victime. La science économique n'est rien d'autre que l'économie physique. L'économie physique étudie la façon dont l'homme utilise sa caractéristique unique en tant qu'espèce, c'est-à-dire la créativité volontaire, pour changer l'univers physique autour de lui grâce à la découverte scientifique de principes physiques universels et les progrès technologiques qui en découlent, ce qui conduit à une augmentation du potentiel de densité démographique relative, un, un concept original de Lino Larouche et qui constitue son apport précieux à
aux premières conceptions de la science de l'économie physique de Leibniz. Cette métrique non linéaire, le potentiel de densité démographique relative, correspond à la capacité d'une société de soutenir sa croissance en nombre d'individus, disposant d'une longévité croissante, un niveau de vie en hausse et un accès accru à la culture de haut niveau, de sorte que le taux de découverte scientifique et technologique dépasse celui, toujours, celui de la hausse démographique en tant que telle. C'est simple, après tout. Ça dépend de notre capacité d'améliorer la production et ce qu'on appelle le panier moyen, le market basket des biens et de consommation, des biens de production et des infrastructures par habitant et par kilomètre carré. Si cette capacité recule, la société déclinera de manière prévisible, au point où le potentiel de densité démographique relatif tombera en dessous de la population totale réelle, comme cela s'est produit à l'échelle mondiale au cours des 50 dernières années, avec les conséquences désastreuses que nous assistons aujourd'hui avec la pandémie du coronavirus. Prochaine diapositive. Ce que nous voyons aujourd'hui est un remake de ce qui s'est produit au milieu du XIVe siècle lors de la peste noire a décimé environ la moitié et le tiers de la population européenne de l'époque. Lorsque le PDDR plonge en dessous du niveau de la population réelle et ne s'inverse pas rapidement, alors la seule question qui demeure, c'est de savoir lequel des 4 cavaliers de l'Apocalypse apparaîtra en premier. Aujourd'hui, c'est une pandémie. Cependant, le problème auquel nous sommes confrontés est en réalité un peu plus complexe. Il ne s'agit pas simplement d'une baisse du potentiel de densité démographique relative en dessous de la population totale, mais c'est comme Larouche exposait le sujet en 1985. Et je cite, la société fait partie intégrante de la biosphère, tant de la biosphère comme un tout que régionalement. Plutôt que de considérer une profonde chute du potentiel de densité démographique relative simplement comme une chute de la valeur relative de la société en tant que telle, examinons-la comme une chute du niveau relatif de la biosphère qui comprend cette société. Ce doit tendre à être ajusté en augmentant le rôle des formes de vie relativement inférieures qui, en quelque sorte, consomment des formes humaines et d'autres formes supérieures de vie en tant que carburant de leur propre prolifération. Dans cette variante, les pandémies humaines et animales et sylvestres doivent tendre à ressurgir et évoluer sous l'effet de certains types de chocs infligés à la biosphère par l'extrême concentration de la chute du potentiel démographique. Fin de citation. Autrement dit, pour le dire autrement, nous sommes aussi forts que les plus faibles d'entre nous. C'est pourquoi il est à la fois scientifiquement incompétent et moralement abject d'écarter le sort de l'Afrique, d'Haïti, du Guatemala ou encore des 40 millions d'Américains qui vivent dans la pauvreté, frappés souvent eux-mêmes de malnutrition. Quelle est alors la véritable relation de l'homme à la biosphère? Ce n'est pas certainement pas ce que soutiennent les écologistes malthusiens. Le grand biogéochimiste russe Vladimir Vernadsky, dont on a parlé, il a montré au milieu du XXe siècle que, alors que la caractéristique du temps dans le domaine inanimé, le nom peut être réversible. Pour donner un exemple simple, on peut transformer l'eau en glace et en vapeur inversement. Celle du temps dans le biosphère, c'est-à-dire le domaine du vivant, est irréversible. Enfin, on ne peut pas ressusciter un processus vivant qui est mort. On ne peut pas créer de la vie avec de la non-vie. Mais pour la noosphère, qui est le domaine de l'activité humaine, le temps physique est fondamentalement différent de ces deux autres. Larouche a qualifié ce phénomène
L'homme vit dans le futur en utilisant sa créativité pour mettre le présent sur le trajectoire correcte pour atteindre ce futur. Larouche a qualifié ce phénomène de causalité inversée dans le temps. C'est l'essence même du militantisme politique et c'est pourquoi, après tout, vous êtes ici, non? Ou peut-être vous êtes surpris de l'apprendre? C'est aussi pourquoi Ali de Larouche a organisé tout au long de sa vie un mouvement de jeunes après l'autre. Ce n'est pas seulement parce qu'il a été démontré que la meilleure façon d'éduquer un président et de construire un mouvement de jeunes. Plus fondamentalement, c'est parce que nous trouvons chacun en nous notre vrai moi, les meilleurs anges de notre nature, que nous sommes capables de localiser notre identité dans la jeunesse qui nous suivra. Vous voulez voir un voyou, même un trafiquant de drogue, devenir un peu humain, ne serait-ce que brièvement? Parlez-lui de son fils ou de sa fille de 4 ans. Je l'ai vu. En réalité, si nous voulons être rigoureux, nous devons dire que l'homme ne vit vraiment que dans le futur. En fait, dans le futur même après sa mort. Telle est l'ironie confuse, souvent troublante et aigre-doux de l'existence humaine. Nous sommes à la fois mortels et immortels, au même temps. C'est l'héritage vivant de feu Léon Larouche et c'est pourquoi Elga Larouche a lancé l'initiative de la Larouche Legacy Foundation pour préparer une archive complète et numérisée de l'œuvre prolifique de Larouche et surtout pour publier les œuvres complètes de Léon Larouche, dont nous sommes fiers de présenter ici le premier volume, comme vous l'avez déjà vu hier. Nous devons considérer cela comme faisant partie de notre exigence implacable que Léon Larouche, l'homme et ses idées soient pleinement blanchis, innocentés et réhabilités. Léon Larouche a identifié à plusieurs reprises les points cardinaux permettant de ramener le monde sur la bonne voie, notamment dans ses célèbres 4 principes de 2014, où il décline une politique d'ensemble en 4 volets. Premier point, remettre en vigueur la loi Glass-Steagall, c'est-à-dire une séparation stricte entre les banques utiles et les banques spéculatives, et ceci aussi bien aux États-Unis qu'à l'étranger. Cela placerait immédiatement la Cité de Londres et de Wall Street, comme a dit, à un endroit qu'on appelle où le soleil ne brille pas, c'est-à-dire en prison. 2. Remplacer le système financier spéculatif en faillite par un système de crédit productif public, dit hamiltonien, y compris un retour au principe d'une banque nationale, comme celui établi par le premier secrétaire américain au Trésor, Alexander Hamilton. 3. Utiliser ce système de crédit d'État pour, citation, susciter un élan de productivité supérieur par la création d'emplois hautement qualifiés en vue d'une hausse de la productivité physico-économique et le niveau de vie des personnes et des ménages. Établir par des accords entre États-nations souverains un système de parité fixe et ajustable entre devises permettant à l'échelle du monde de réaliser de commun accord de grands projets d'infrastructure au bénéfice de toutes les nations. En d'autres termes, transformer la nouvelle route de la soie en un véritable pont terrestre mondial. Et 4e point, relancer la flamme de la découverte créative volontaire et des percées scientifiques, en particulier dans le domaine de l'énergie de fusion nucléaire, des vols habités dans l'espace et de la biophysique optique. Réfléchissons un instant en quoi une telle approche voulait dire pour les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde, en particulier, mais pas seulement, s'ils se mettaient à coopérer pour mener un concert de nations vers un tel avenir. Comme le souligne le résumé des pistes programmatiques de l'Institut Schiller, la mission Apollo de Larouche pour vaincre la pandémie mondiale. Citation, unissant ses forces, le monde doit agir au nom de toute l'humanité pour empêcher l'imminence d'une hécatombe sur le continent africain à mesure que le coronavirus s'y propage. Des brigades d'ingénieurs, de médecins et d'autres personnels qualifiés venant de dizaines de pays doivent y être mobilisés, déployés et coordonnés sous l'égide des Nations Unies et de l'Union africaine et dans le plein respect de la souveraineté de chaque nation.
la construction d'infrastructures sanitaires et d'assainissement, la fourniture des équipements médicaux et de protection nécessaires et l'aide de la gestion des systèmes de santé font partie des tâches urgentes à accomplir. C'est également avec cette perspective que l'on lancera une grande politique de réindustrialisation des États-Unis, de l'Europe et ailleurs. Remettons-nous au travail, le travail humain, et plutôt que d'élaborer sur les étapes pragmatiques de la façon dont chacune de ces 4 principes de la ruche peut et doit être mise en œuvre, je préfère vous présenter un extrait où il précise lui-même la question. De quoi vous avez besoin en termes d'investissement dans les infrastructures? Disons par exemple à Washington, de quel genre de système d'égout a-t-on besoin? Quel type de réseau électrique? Quel type de système d'eau potable? De quoi vous avez besoin en termes de sécurité dans les quartiers? Tous ces types de choses, les écoles, et cetera. On en a besoin. Fournis par la société, fournis par le gouvernement, ça fait partie de vos besoins. Qu'est-ce qui est arrivé avec nos systèmes d'eau? On a besoin d'industrie, on a besoin de technologie pour améliorer la société, pour vaincre les nouveaux problèmes que nous rencontrons en gérant la société. On a besoin d'investissement dans l'industrie, pour une gestion compétente, ça fait marcher les choses. On doit pouvoir améliorer le design et la conception des produits. Il faut des processus permettant aux technologies d'évoluer. C'est la forme des paniers moyens que nous pouvons mesurer en termes de main-d'œuvre, par opérateur, par ménage, par personne et par kilomètre carré. C'est parfois appelé l'énergie du système économique. Quel est le input que vous devez fournir à une population pour maintenir son système en bon état de fonctionnement à l'avenir et en vue de la prochaine génération? D'accord, aujourd'hui, ça décline. Vous constatez également que la préservation de la vie individuelle et notre capacité de la prolonger afin que nous puissions profiter des apports de grands individus est plutôt important et réalisable. Cependant, en général, nous allons tous mourir et cela pose la question de ce que nous sommes si nous allons tous mourir. Ce que signifie la vie si nous allons tous mourir? N'est-ce pas la question à laquelle un gouvernement doit répondre? Puisqu'il s'agit d'un sujet principal de l'art de gouverner et du droit dans le sens vrai. N'est-ce pas là la question? Est-ce que nous offrons à chaque individu l'occasion de mener une vie qui a du sens, une vie qu'il pourrait mener et qui répond implicitement à la question: «Quel est le sens de la vie?» On peut qu'y répondre que dans le domaine des idées. C'est pas forcément possible pour les animaux de cette façon. Parce que si nous sommes porteurs de grandes idées, d'idées véridiques que nous transmettons aux prochaines générations, si nous sommes dépositaires de la confiance que l'humanité place en nous, lorsque nous sommes en vie, si nous en sommes des bons dépositaires, si nous résolvons des problèmes quand nous devons les résoudre parce que nous sommes là pour le faire, si nous contribuons au stock d'idées qui rendent l'humanité meilleure, le gouvernement ne peut-il pas dire, sans être accusé d'y mêler la religion, peut-il pas dire que la responsabilité du gouvernement, c'est de donner à chaque personne la possibilité de se réaliser en tant que créature faite à l'image du créateur, dans l'universalité et la simultanéité de l'éternité. Cela devrait être l'objectif de tout gouvernement. Je pense que c'est l'esprit de l'agapé et c'est ce que nous devons faire. Et nous devons trouver le lien entre la pratique, je viens d'indiquer sommairement, quelles sont les mesures que nous devons prendre et se rendre compte que l'obstacle n'est pas les mesures, car ces mesures sont tout à fait réalisables et reposent sur de nombreux précédents que nous pouvons invoquer en ce qui concerne leur mise en œuvre. Le problème est le besoin de volonté, d'engagement, de passion d'effectuer un changement. Et le grand défi qui nous attend ici dans la salle aujourd'hui, et beaucoup d'autres gens comme nous, c'est de devenir comme un virus pour contaminer l'humanité avec de l'optimisme et avec la volonté de provoquer ce changement. Et si nous pouvons faire cela, et si vous avez profité à quelque degré que ce soit, de ce que j'ai dit, ou les répercussions de cela, alors j'espère que cela a pu être
le jour le plus important de votre vie. Je vous remercie et merci. Thank you, Dennis. Lina Larouche.